Bienvenue à cette table ronde donc, de ce dimanche. Table ronde où on reçoit donc nos fameux youtubeurs qu'on est toujours content d'avoir avec nous aux Intergalactiques, avec des nouveaux qui n'étaient jamais venus. Voilà, donc on va présenter un peu tout le monde. Et donc cette table ronde d'aujourd'hui, ça va porter sur et les héroïnes dans le cinéma de science-fiction Boiler. Voilà, Boiler, voilà. C'est pas l'héroïne, enfin c'est les héroïnes. On a voulu étendre un peu le truc. Donc tout d'abord une présentation des invités que nous remercions encore d'être venus. Enfin on vous le dit tout le temps mais on le redit. Voilà, c'est super cool que vous soyez là avec nous. Donc je vais commencer donc Amazing Lucy qui est ici. Donc c'est la première fois qu'elle vient donc c'est cool. On est hyper content que tu sois là et tout. Et je me suis même pas fait bisuter, c'est trop bien. Pas encore. Non mais on est. Ouais. Merci Mathilde. Ça vient plus tard. Donc Amazing Lucy, donc tu es une youtubeuse qui se consacre principalement au cinéma et aux droits des femmes. Et donc dans ton émission Cinéphile Facile, tu analyses des films qui ont marqué ton amour pour le cinéma, qu'ils soient anciens ou plus récents. Ok. Nous avons également donc Ginger Force. Lève la main pour. Ouais. Ah dans l'ordre. Ah oui. Non. Ouais. Ok. Pardon. Désolé. D'accord. Non. Ouais. Non. Voilà. Problème de quel âge? C'est vite passé. Donc Florence, ouais, alors du coup c'est Florence, c'est ça? Ouais, merci. Ok, donc Florence Porcel. Donc voilà, auteure, comédienne et animatrice, elle met toutes ses compétences au service de la vulgarisation scientifique. Elle est spécialisée dans le spatial et les sciences de l'univers et a publié 2 livres, une bande dessinée et réalise des vidéos sur 2 chaînes YouTube. Vous pourrez également la retrouver au stand de dédicace au Salon du Livre juste à côté. Ouais. Ensuite nous avons donc Ginger Force. Donc vidéaste également, qui parle de cinéma, de littérature, de féminisme, avec notamment ta série Adaptation. Donc c'est une chronique parlant d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma, romans, comics, livres pour enfants. Et Un Cookie, c'est des vidéos courtes qui traitent de thèmes relatifs au féminisme. Ah merde. Vesper. Wonder Vesper, youtubeuse également. T'as fait des vidéos surtout sur le jeu vidéo, notamment une super vidéo sur Tomb Raider que j'avais trop aimé. C'est gentil, merci. Ouais, elle était super cool. Et voilà, en fait, on n'avait pas ta bio. Oui, bah, j'ai fait une vidéo sur les héroïnes badass au cinéma aussi. Et ben voilà, elle est tout à fait pertinente. Je la conseille directement. Donc on va la projeter, on va projeter la vidéo. Derrière, voilà. Et nous on parle pas. Et après, nous avons François, le fossoyeur de film. Ouais, je suis désolée. Est-ce que tu veux qu'on prenne le relais ou qu'on se présente nous-mêmes peut-être? Non, mais tu peux m'appeler Jean-Michel. Jean-Michel Cinéma. Jean-Michel Pell. Au secours. C'est ma première modération de ma vie, vous voyez. Ouais. Non, ça va, je m'en sors. Bon, allez. Donc, le fossoyeur de film qui trimballe... François, arrête. Qui trimballe sa fidèle pelle dans les limbes du cinéma de genre. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Qui puis-je? Où ils étèrent frénétiquement des œuvres de toutes sortes et vous les présentent. J'ai écrit cette queue il y a 5 ans, je peux en faire une nouvelle maintenant. Fais attention à ce que tu vas dire. Oui. non, j'ai pas du tout la pression, ça va bien se passer. Oui, donc voilà. Alors on reprend, parce que du coup on n'est pas tout à fait dans l'ordre qu'on avait prévu. Voilà, donc non mais pour finir donc sur le fossoyeur. On est bien reçu, hein. C'est bien. Voilà. Ok, très bien. Alors vous, oui, bisous au-dessus, d'accord, très bien. Donc le capitaine du Nexus 6. Bonjour. Qui nous guide à bord du Nexus 6 avec son équipage pour des chroniques spécialisées dans la science-fiction sous toutes ses formes, cinéma, littérature, jeux vidéo et animé. Il présente une œuvre à part entière, bonne ou mauvaise, en expliquant pourquoi et ou bien sinon de grands thèmes de la science-fiction. C'est ça. Voilà, ça a été bien dit. Bonjour à toutes et à tous. Donc. On avait quand même noté un peu le résumé du catalogue de cette discussion. Donc l'idée c'était de Barbarella Furiosa en passant par Ellen Ripley, Sarah Connor, Wonder Woman et tant d'autres. Le cinéma de SF n'a pas manqué d'inscrire de nombreuses figures féminines. Donc on va se poser tout un tas de questions sur ça, sur ces héroïnes aujourd'hui. Et donc moi la première question que j'ai envie de poser à vous tous ici, c'est quelle est la première héroïne ou le premier personnage féminin dans le cinéma de SF qui vous vient en tête et pourquoi? Ripley. Hein? On peut botter la carte James Cameron tout de suite en truc. Ripley. Ah bah oui, ouais, grave. Mais toi qui as fait un truc sur les héroïnes badass au cinéma, de toute façon on peut vraiment pas échapper à James Cameron dès qu'on parle figure féminine. De toute façon c'est Ripley ou Sarah Connor, il n'y a pas d'autre choix. Ce qui est paradoxal vu que c'est considéré comme un cinéaste assez entre guillemets macho. Et ouais, Ellen Ripley. Mais on en parlait hier, désolé, vous étiez pas là du coup. J'ai sauté sur le.
généralement, quand il y a des personnages féminins forts, notamment dans le cinéma d'action ou de SF, c'est des personnages qui sont assez durs, justement, pour peut-être surcompenser le regard que posent les autres personnages sur elle. Et Ellen Ripley, il y a vraiment un bon équilibre, j'ai l'impression, qui a été trouvé entre cette dureté et une douceur totale. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez rare, je trouve, sur les personnages féminins en SF. Comme vous avez cité les deux principales, moi je recité Vasquez de Aliens, qui est personnage secondaire, mais c'est vrai que moi elle m'avait beaucoup marqué quand j'étais gosse. Elle a des punchlines toutes les 10 secondes. C'est la meilleure répartie de toute l'histoire du cinéma. Je sais pas si vous voyez Aliens. Voilà. Il y a Hudson qui lui demande Vasquez, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais un mec? Elle est en train de faire des tractions, elle lui fait non, et à toi? C'est la meilleure. Moi, je pense que ça serait, effectivement, au-delà de Ripley et de Sarah Connor, ça serait Tank Girl du film éponyme, pour celles et ceux qui l'ont vu, qui date de 95, je crois, qui est un peu moyen comme film, mais qui reste quand même gravé dans ma mémoire comme cette meuf qui botte des culs dans le désert australien avec son pote kangourou mutant. Faut voir le film. Faut vraiment voir le film. Et lire les comics. Et les adaptations. Et surtout le lire peut-être avant de le voir. Lisez-le avant, comme ça vous regarderez le film en disant « Oh, ça va, c'est gentil ». Moi, je pense à Elia Rowe dans Contact. Alors, elle se bat pas à main nue contre un gros robot ou contre des aliens gluants, verts et baveux, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme les omelettes. Mais en vert. Et je vous conseille le musée du cinéma à Lyon, si vous n'êtes pas à Lyon et que vous restez un petit peu. La reine alien est là-bas. Et donc, moi, je pense à Elia Rowe dans Contact. On ne pense pas forcément à elle quand on entend badass, mais en fait, moi, je la trouve hyper badass. Et moi, en ce qui me concerne, je vais partir sur un cliché total parce que j'ai grandi littéralement avec la figure de la princesse Leia, parce que c'était quasiment le rôle modèle de ma mère, et du coup, j'ai grandi avec ça. Sinon, après, je peux citer par exemple Buffy, pareil, parce que c'était ancré dans mon enfance. Et en y repensant un petit peu, on ne peut pas encore en parler au niveau du cinéma, on verra ça l'année prochaine, mais au niveau comics, un personnage qui m'a beaucoup marqué, c'était le personnage de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Ouais. Et du coup, voilà, donc moi personnellement, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire au cinéma l'an prochain. J'ai un peu peur, on va pas se mentir, mais voilà, en tout cas. Tant qu'on est dans le name dropping, en fait, j'avais fait un petit sondage quand j'avais préparé ma vidéo justement à ce sujet. J'avais demandé aux gens en fait de me citer leur personnage. Féminin badass, du coup, le premier nom qui leur venait à l'esprit. Et effectivement, le top 5, c'était Leia, donc Sarah Connor qu'on a cité, Ripley, Béatrice Kiddo, donc la mariée dans Kill Bill, et Trinity. C'était ça vraiment le saint top 5 des héroïnes féminines. Arrêtez de suivre votre feuille. Ça ne marche pas, la feuille, j'ai l'impression. Chante, ma sœur, chante, laisse parler ton cœur. Ouais, on a bossé, on a préparé le truc quand même. Voilà. Non, mais simplement pour dire justement par rapport à cette définition d'héroïne qu'on peut avoir, on se demande si on ne confond pas justement des héroïnes badass et par rapport au féminisme également, ou si au contraire ces icônes de la pop culture finalement ont permis de faire évoluer l'histoire du cinéma, si on reste sur des femmes qui sont là objectivisées, ou si au contraire il y a une émancipation qui peut découler des personnages. Perso, en fait, ce que je remarque aussi, c'est que je trouve qu'on a tendance à beaucoup glorifier des personnages féminins comme Ripley, etc., Sarah Connor, qui représente une forme de violence masculine, de personnages masculins, à savoir c'est des meufs qui sont surentraînées, qui sont musclées, qui vont casser des gueules, etc. Et j'ai l'impression que on a tendance à considérer que les personnages féminins badass sont forcément des personnages qui ont des caractéristiques masculines. Du coup, je trouve ça... Qu'est-ce qu'il y a? Je rebondis sur une question qui n'est pas encore arrivée ou... Voilà, c'est ça, voilà. C'est bien. Et ouais. Voilà. Mais justement, on en parlait hier que souvent les personnages féminins badass de la SF étaient entre guillemets écrits comme des hommes et que du coup on leur attribuait des caractéristiques masculines pour que déjà tout le monde puisse se reconnaître dedans, parce que bon, être sûr de soi c'est plus attribué aux hommes, la force physique c'est attribué aux hommes aussi, et du coup on nous présente un tas de personnages féminins qui ont ces qualités mais avec des seins et un utérus en plus, quoi. Donc après, à voir, parce qu'en soi, ces héroïnes, elles ont aussi fait avancer, je pense, la vision des femmes qu'on a. Parce que jusqu'à présent, tant que c'était pas représenté, on ne pouvait pas, nous, savoir en tant que spectateurs, tiens, mais moi aussi, je peux me battre, c'est pas interdit que je puisse me battre. Et du coup, je pense que ça a aussi
pousser à des avancées dans la société. Par exemple, Wonder Woman, les comics et la série des années, je sais plus combien. 60. Combien 60 70. Dans ces eaux-là, ça a quand même donné une image de la femme qui était totalement à contrario de l'image que la femme avait dans les pubs pour la ménagère, dans une société où c'était sois belle et tais-toi, etc. Donc je pense que une représentation d'héroïne, certes avec des caractéristiques masculines, ça peut pousser, ça peut entraîner un changement aussi minime soit-il. Mais tu parlais de Wonder Woman, c'est un bon exemple aussi, parce que Wonder Woman, c'est surtout le fantasme de son auteur qui est trop fan de bondage et qui utilise, c'est comme ça, qui utilise. C'est pour ça le fouet. Le lasso et surtout le fait qu'elle est à chaque fois, attachée quasiment dans chaque issue de comics ou de trucs comme ça. C'est parce que lui, en plus, il vivait William Moulton Marston. Donc en fait, c'est lui qui a inventé en plus l'ancêtre du détecteur de vérité, d'où le fait qu'elle a un lasso qui fait dire la vérité. Et en fait, oui, il vivait en trouble avec 2 autres femmes et il était à fond dans le BDSM en fait. Donc c'est ça, c'est de voir en fait cette double facette de Wonder Woman qui est à la fois un personnage féminin fort et qui n'est que le fantasme de son auteur. Et pour revenir à Lara Croft, comme ça c'est fait, je vous saoule plus avec Lara Croft. Voilà, désolé, mais je suis un peu obligée. À chaque fois, on en revient toujours à la même question de est-ce que Lara Croft est une héroïne féministe ? Parce que c'était vraiment l'une des premières grandes héroïnes femmes de la culture populaire, parce qu'elle est très forte, etc. Elle a fait beaucoup. Mais de l'autre côté, ce n'était aussi que le fantasme de personnes qui l'ont créé, des mecs de core design qui l'ont créé. Les créateurs... à la base, Tomb Raider, le héros devait être un homme, et ils ont choisi d'en faire une femme en se disant, en fait, ça va mieux se vendre parce qu'on va un peu mieux se distinguer de la concurrence, et en se disant, le joueur va avoir envie de la protéger. Et après, il y a la fameuse réflexion qui tourne beaucoup, qui était, quitte à mater le petit cul de quelqu'un pendant des heures quand on joue à un jeu vidéo, autant que ce soit un beau petit cul, quoi. Je pense qu'après, c'est aussi peut-être que ça vient de... la création de ces personnages vient peut-être de fantasmes masculins, mais après, c'est aussi toute l'appropriation que les joueurs et les spectateurs en font qui rendent ces personnages plus iconiques et qui leur donnent ce statut de féministe, parce que certes ça vient peut-être de mauvaises intentions justement pour mater des petits culs, mais au final ils en ont quand même fait une héroïne. Par exemple Lara Croft, même si j'y ai jamais joué, ne me tue pas à la sortie de cette vidéo. Je juge pas. Merci, je t'aime bien. je suis safe et non oppressive, tout va bien. Mais du coup, ça fait que justement, ça nous a motivés, nous, en tant que femmes et en tant que joueuses et cinéphiles et autres, à s'approprier ces icônes et à les prendre comme modèles, à s'identifier et à pouvoir prendre en assurance et en empowerment. C'est 3 trucs. Tu parlais de l'auteur qui met en fait des trucs qu'il aime. Je sais pas si tu as regardé les derniers épisodes de la dernière série des Super Nana. Pas encore. Ouais. Belle a un amoureux et son amoureux c'est un avatar du créateur des Super Nana. Donc c'est hyper glauque. Et je vous jure que c'est vrai. Et tu parlais de Wonder Woman et moi je pense au film Supergirl qui est sorti en fin des années 70, début des années 80, je sais plus, et qui est absolument dégueulasse. À savoir c'est Supergirl. Ouais, regardez, elle a des super pouvoirs. Et en fait ça va être quoi son arc narratif ? C'est elle va vouloir pécho un mec. Et en fait, l'histoire, c'est il y a la méchante et Supergirl qui veulent pécho le même mec. Et du coup, tu te dis, merci, ça fait plaisir d'avoir des super-héroïnes comme ça. Mais tu parlais, un truc aussi, je trouve, qui se développe beaucoup et dont on parle peut-être pas assez à mon goût, c'est tout ce qui tourne autour du féminisme marketing. Je veux dire, Buffy contre les vampires, moi, c'est une série avec laquelle j'ai grandi elle a innové au niveau de plein de choses. Je crois que le baiser entre Tara et Willow, c'était la première fois qu'on voyait un baiser lesbien à la télévision. Il y a plein de choses qui a apporté cette série télévisée. Et en fait, ces derniers mois, on s'est aperçu que Joss Whedon était un gros con. Et c'est très dommage. Ouais, que c'était un gros con. Je crois qu'il avait pondu quelques drafts pour le film Wonder Woman et c'était que des blagues sur le cul, les seins, baiser Wonder Woman, etc. Rien que Joss Whedon et Wonder Woman, tu prends les shots de Justice League et tu compares à la tenue qu'elle a dans Justice League et la tenue qu'elle a dans le film de Patty Jenkins, ça n'a un peu rien à voir. Il manque un peu quelques centimètres au niveau de sa jupe. C'est surtout qu'elle est filmée en contre-plongée et qu'on voit son cul pendant tout le film. Voilà. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a également beaucoup de showrunners, de réalisateurs, producteurs hommes qui
ou alors s'approprie, ou alors crée des personnages féminins qui sont forts, qui ont des caractéristiques masculines. Mais au final, eux, ça leur sert juste à faire leur bif, et derrière, ça reste des gros cons machos qui ont juste la main sur une industrie et qui se servent de l'engouement féministe pour faire leur bif dessus. Alors après, je trouve que c'est quand même bien si ça peut apporter quelque chose de positif, notamment aux gamines. Moi, je me rappelle très bien du film Spice World, que je recommanderais jusqu'à la fin de ma vie. Il faut regarder Spice World, il est super drôle, il est super cool. Et il y a Roger Moore en... Oui, meilleur rôle de Roger Moore. Ça, c'est... Et il y a Roger Moore, il y a Oui. Elton John, C'est vrai. il y a Bob Hoskins. Enfin, le film est super bien et ça introduit une espèce de féminisme pop et coloré, etc., auquel on peut reprocher beaucoup de choses, mais... Enfin, je m'éloigne Non, un peu, c'était mais cool. du coup, je me demande s'il n'y a pas une question de est-ce qu'il ne faut pas passer par le mainstream pour faire passer des idées, même si ça corrompt peut-être un peu l'esprit, on va tout casser, à mort les mecs. Après, moi j'ai un problème Je vous avec laisse réfléchir. les héroïnes qu'on a citées là, c'est que par exemple Sarah Connor, elle est badass, elle est parfaite, mais c'est la mère de. Voilà. À chaque fois, les héroïnes, enfin, Leia, c'est la sœur de, ensuite c'est la meuf de, ensuite c'est l'esclave de. Enfin, je passe sur tout. Enfin bon, à un moment, le bikini, voilà, on s'en serait bien passé, vraiment, on s'en serait passé. C'était pas utile en fait. Elle aurait pu rester dans sa toge blanche, voilà, et ça n'aurait rien changé à l'histoire. Donc il y a toujours, alors ça évolue, hein, ça change, mais il y a toujours s'il y a une femme, voilà, elle est ramenée à son rapport par rapport à un mec. Et Ripley, dans les toutes premières minutes du film, elle se fait menacer de viol par ses coéquipiers. Bon, elle finit en petite culotte, en micro-culotte, on voit l'arrêt de ses fesses à la fin. Il y a toujours un truc qui fait qu'au bout d'un moment, on est un petit peu... moi, en tout cas, un peu... je me dis, ouais, c'était cool, puis en fait, ça gâche un petit peu le truc. Donc, on fait des progrès, mais... Après, la question, c'est aussi, est-ce que les héroïnes badass sont vraiment féministes? Et parfois, c'est juste pas le cas. Parfois, c'est juste des meufs badass pour plaire à un public masculin. Et l'aspect féministe, on le cherche encore. Et hier, pendant une table ronde, j'avais évoqué le test de Bechdel. Parce que ça sert pas... alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ou pas? Ouais, on va expliquer un peu ce que c'est, le test de Bechdel. Tu veux le faire, Mathilde? Non, vas-y. D'accord. Oui. Alors, tout ça part de l'illustratrice qui faisait des comics, Alison Bechdel, qui avait fait une planche dans une BD qui s'appelle Dykes to Watch Out For, où c'est deux meufs qui veulent aller au cinéma voir un film et elles savent pas quoi aller voir. Et ce qui se passe, c'est qu'elles font un jeu entre elles en se disant, bon alors attends, le film qu'on doit aller voir, il faut qu'il y ait au moins 2 personnages féminins, que les 2 meufs, elles aient un nom, et qu'elles parlent plus de 5 minutes entre elles d'autre chose que d'un mec. Ça a l'air tout con, mais il y a 80% des films qui passent pas ça. Et c'est même pas un test pour savoir si un film est féministe, parce qu'il n'y a rien de féministe là-dedans, c'est juste un test pour montrer la représentation des femmes et comment elles sont présentées à l'écran. Et c'est-à-dire que justement, comme tu disais, elles sont toujours... Enfin, quasiment les 3 quarts du temps, vraiment, il y a toujours un rapport de la femme par rapport à l'homme. Et il n'y a jamais des rapports de femmes entre femmes. Et c'est dommage parce qu'on est des êtres indépendants, on peut exister sans... Incroyable. On déconne. On découvre ça aujourd'hui. Mais il y a un autre exemple qui est jamais donné, mais c'est Gravity. Alors Gravity, il faut qu'on m'explique. Hein. Déjà, la meuf, donc Sandra Bullock, elle a un prénom de mec. Et on lui demande mais pourquoi t'as un prénom de garçon? Parce que mon père voulait un garçon. Donc déjà c'est une héroïne, mais bon, ouais, peut-être quand même pas trop qu'elle soit trop féminine avec un prénom féminin. C'est bon. Déjà c'est un peu tendu. Et ensuite je suis désolée, hein, je vais spoiler, donc fermez les oreilles si vous l'avez pas vu, mais George Clooney meurt très vite. Mais il revient quand même pour la sauver. Enfin, je veux dire, à chaque fois, donc déjà la meuf, elle aurait jamais dû aller dans l'espace parce qu'elle est complètement incompétente. Mais non, mais elle est pas préparée du tout. Enfin, à un moment, jamais. On sent l'expérience jamais. qui parle. Mais ouais, mais non, mais jamais ça Elle a aurait dû beaucoup aller de dans chance l'espace. dans le film. Elle a beaucoup. Tout est bien, au niveau technique, c'est parfait, etc. Il y a quelques petits arrangements avec les lois de la physique de temps en temps, mais c'est pas trop grave. Mais globalement, tout est très bien. Mais cette meuf elle n'a rien à voir. Enfin, elle devrait pas être dans l'espace, clairement. Et donc, elle est tout le temps aidée par George Clooney, mais même quand il est mort. Enfin, à un moment, faut arrêter, quoi. Enfin, non, mais voilà, c'est agaçant.
Moi j'aimerais juste, j'aimerais juste revenir sur l'aspect sur lequel vous avez tout à fait raison, c'est la mère d'eux ou des choses comme ça. D'un point de vue d'un jeune garçon qui a vu en fait ces choses-là, moi c'est vrai que quand on est enfant, en fait, on n'intellectualise pas ces choses-là. On prend le film tel qu'il est. Et moi c'est simple, Sarah Connor, qui n'est pas si badass au sens tel qu'on l'entend dans le premier, en fait. Elle est forte de manière plus naturelle parce que vu tout ce qui lui arrive, quand même. Elle tient le coup, etc. C'est dans le 2, où elle est plus masculine, entre guillemets. Moi, c'est simple, je voyais cette femme, je m'en foutais, en fait, de John Connor. Vraiment, hein, c'était cette femme qui m'intéressait. Même Schwarzenegger, c'était le robot, j'étais OK, bon. Mais moi, c'était vraiment Sarah Connor qui me touchait quand j'étais petit, parce que ma mère... Fais attention. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comme quoi, j'ai pas tout le temps l'esprit mal tourné. Non mais vraiment, je pensais à ma mère. Enfin vraiment, ma mère qui a beaucoup de caractère. La pomme ne tombe pas loin du pommier. Et en fait, c'est voilà, quand t'es petit, en fait, t'intellectualises pas. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on voit ces choses-là aujourd'hui et dit ouais, bon, voilà. Mais je pense que, et heureusement, effectivement, quand t'es petit, tu penses pas à ces choses-là. Et je pense que tu ne prends que le positif, en fait. Donc voilà. Et vous avez raison. Aujourd'hui, les choses évoluent. Donc en fait, il y aura plus de positifs pour les jeunes qui verront ça, et ça, c'est positif. Mais voilà, je voulais juste donner un petit peu cette expérience de jeune enfant, garçon qui voit ces personnages. Mais après, Sandra Bullock, si elle est dans l'espace, c'est parce qu'elle a perdu un enfant. Oui, donc, c'est vrai. Merde. Et pareil, dans Premier Contact, donc l'héroïne est une linguiste. Et en fait, ça reste une maman qui a aussi perdu un enfant. Enfin, à un moment, est-ce qu'on va dégager les femmes du rôle de maman ? Voilà. J'en avais parlé vite fait hier à la table ronde que j'avais fait à propos de Scarlett Johansson, de Black Widow dans oui, on en avait parlé aussi, ouais. Où en fait on t'explique que c'est un monstre parce qu'elle a subi des expériences et que maintenant elle peut plus avoir d'enfants. Et du coup c'est devenu un monstre parce que c'est plus vraiment une femme. Et pareil quoi, c'est voilà, si tu peux plus faire d'enfants, et ben forcément tu n'as plus d'identité féminine, tu es un monstre parce que tu ne peux plus procréer, et ça m'énerve. Et j'ai beaucoup aimé ton exemple de Contact, Jodie Foster. Et en fait, vu ce que tu dis, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même la recherche du père dans Contact. Ah, dans Contact, ouais. C'est la au recherche final, du père. Ah final. Oui, elle cherche son père, effectivement. Non, mais il y a toujours des issues pas... partout, hein, c'est une catastrophe. Et pour contrebalancer un peu tout ça, on s'est dit le casting quand même hyper féminin du dernier Mad Max, Fury Road, où quelque part Max est un peu effacé. Enfin, je crois qu'il sert à rien, clairement. Non, mais je crois qu'il a 3 lignes dans le film. Il dit juste no. Il fait toujours mais oui, voilà, donc je veux dire, ce casting avec Charlize Theron qui est quand même phénoménal dans ce film, avec toutes ces femmes qui essayent de s'enfuir, enfin de trouver un ailleurs un peu meilleur, et aussi tout l'asservissement des femmes, parce que quand même on utilise des femmes pour donner du lait, pour enfanter des est-ce que ce film-là il présente une meilleure représentation de ces femmes, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire, parce que là tous les exemples qu'on a donnés c'est des femmes par rapport à... Moi, j'ai pas l'impression que Furiosa, même si à un moment, entre elle et Max, il se passe un pseudo peut-être truc, j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez indépendantes et autonomes, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait un film Furiosa, déjà. Oui. Parce que un film Mad Max avec... à la Warner, déjà. Non, mais voilà, mais un film qui s'appelle Mad Max, où Max, il a 20 lignes de texte et il est juste comme ça. Pendant 2 heures, je veux dire, les images sont belles, mais au bout d'un moment, Tom Hardy, tu es gentil, mais retourne câliner ton chien, quoi. Oui. Moi, j'aimerais bien voir un film vraiment Furiosa, quoi. Et pareil, ça me fait chier parce que moi, j'ai beaucoup aimé Mad Max. Bizarrement, j'ai encore plus aimé au second visionnage. Et en fait, ça m'embête parce que c'est quand même une course-poursuite d'un mec qui sauve des meufs qui effectivement sont fortes, etc. Mais c'est un mec qui s'enfuit avec plein de meufs et qui est poursuivi par un chef mec avec plein d'autres mecs derrière. C'est un mec qui aide une meuf à sauver des meufs. Oui, voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que en fait, les meufs sont juste le prétexte, le fameux Woman in the Fridge, c'est les femmes sont là pour lancer l'intrigue. En fait, on en parlait hier aussi pendant une table ronde. En fait, on a tout dit hier, mais juste vous étiez pas là. C'est votre faute. Mais non. C'est que dans Mad Max, ce qui se passe, c'est que déjà le personnage de Furiosa, pareil, a toutes ses caractéristiques masculines. Déjà, elle a le crâne rasé, super musculature, très indépendante et tout. Il lui manque un bras quand même. Il lui manque un bras. Et justement, je sais plus quel intervenant dans la table ronde où j'étais avait dit que ce bras en moins, c'était ce qui lui manquait pour être complète. Et que du coup, dans le film, c'est Max qui remplit cette fonction de la compléter et qu'ils arrivent à
collaborer ensemble, et c'est à partir du moment où ils arrivent à se supporter et à collaborer que du coup il peut se passer plein de choses, quoi. C'est à partir de ce moment-là de collaboration entre femmes et hommes que ils arrivent à dénouer l'intrigue, quoi. Il y a une autre collaboration comme ça, c'est dans Interstellar. Il y a Anna Hathaway qui fait une scientifique, mais alors je me rends compte qu'en fait la meuf elle part parce qu'elle est amoureuse d'un gars. Bref. Et l'autre personnage féminin du film, c'est elle veut retrouver son père et voilà. Bon, on n'est pas rendu, mais non, quand même une note positive. Moi j'ai été agréablement surprise et même soulagée, et voilà, j'aurais embrassé l'écran dans des personnages féminins dans Black Panther. J'ai trouvé, alors ça m'a tellement fait du bien. Autant le film est bon, bof, mais les personnages féminins, mais merci quoi, mais merci, voilà. Et je crois qu'il a dépassé Titanic en termes de nombre d'entrées aux États-Unis. Oui, il est juste derrière Avatar. Sans gros, c'est l'inflation. Voilà, et ben cool, et ben ça fait plaisir. Ok, du coup on improvise. Attends, tu veux qu'on parle des poils sous les bras, parce que c'est très important comme débat aussi là-dessus, parce qu'effectivement quand il y a eu Merci Mélissa. Ah mais moi je me lance, hein. Quand il y a eu la sortie de Wonder Woman, il y avait beaucoup de, enfin juste avant il y avait beaucoup de screenshots, et il y avait une image qui avait fait beaucoup polémique. C'était le moment où Wonder Woman, pour ceux qui ont vu le film, soulève le tank et on voit qu'elle a les aisselles rasées. Et il y a énormément de personnes qui ont débattu là-dessus en disant c'est une nana qui vit avec d'autres nanas sur une île déserte, et pourquoi elle a les aisselles rasées. Et on se rend compte que toutes ces héroïnes aussi subissent un peu tout ce comment dire, merci de m'aider, hein, c'est gentil de m'aider à terminer la phrase. Les pressions du patriarcat, voilà, le diktat esthétique, etc. Et c'est vrai que c'était juste avoir les aisselles rasées. C'est ça. Non mais c'est fou que je pensais pas que ça allait déclencher une telle polémique quand j'avais vu cette image. Enfin moi j'ai même pas réfléchi. Enfin, moi-même, je n'aime pas les aisselles avec des poils, hein, voilà, désolé. Mais du coup, c'est vrai que je m'étais même pas posé la question. Et quand j'avais vu vraiment autant de gens en parler, ça m'avait quand même bien étonné. Mais après, dans Wonder Woman, j'avais lu pas mal d'articles. En fait, je sais pas mais le film pour plein de raisons, mais j'avais lu pas mal d'articles autour. Et il y en avait un que j'avais trouvé super intéressant où ils expliquaient que c'est pas des personnages de premier plan, mais en fait, tout le premier quart d'heure se passe. Ah, mon micro. T'es censuré, Mathilde. Bla bla. Non, c'est bon. Tout le premier quart d'heure en fait se passe sur l'île de Diana, et c'est le seul quart d'heure de tout le DC Universe où il y a de la couleur. Bon, mon micro marche un peu sur le. Merci. Non, c'est Et bon. en fait, en arrière-plan, on voit des personnages féminins qui se bagarrent, etc., qui se bastonnent. Et je crois que les directeurs de casting, directrices de casting ont pris beaucoup de meufs athlètes. Et du coup, c'est hyper rare de voir des femmes vraiment musclées au cinéma, en grand écran, dans un blockbuster, et perso, ça m'a bien fait plaisir. Mais cette histoire de poils, effectivement, je trouve ça à crever de rire, parce que c'est toujours le truc du ouais, je suis une meuf badass, machin, mais quand même, je suis délicate et je vais me raser les aisselles. Et j'ai l'impression que je vais sentir bon. Voilà, et c'est toujours le truc du. Je sais pas si vous avez regardé la série The 100, qui est une série télévisée CW, je crois, qui vont attaquer la 5e saison maintenant. Et que j'ai suivi au départ en me disant ouais, ça a l'air un peu nunuche, et puis en fait maintenant je suis à fond dessus. T'as plein d'histoires de meufs super fortes, etc. T'en as qui essayent d'être un petit peu plus dans la diplomatie, t'en as d'autres qui sont vraiment grosses guerrières bourrines. Je trouve ça hyper cool. T'as des romances lesbiennes, etc. dans l'histoire, et je trouve que c'est super bien amené. Mais t'as tous ces personnages qui ont les aisselles rasées. Et tu dis, mais attendez, les meufs, elles viennent de l'espace, elles s'écrasent sur Terre après une apocalypse nucléaire, et puis c'est la guerre entre les clans, les machins, l'anglais n'est plus une langue parlée, alors du coup on fait un mélange entre plusieurs langues parce que les humains qui sont restés sur Terre se sont adaptés, mais quand même on se rase les poils, quoi. Et j'ai l'impression que c'est le truc il peut y avoir l'apocalypse, tout ce que vous voulez, et ben toujours faudra qu'on enlève ces putains de poils sous nos aisselles. Ça c'est indépendant de la féminité représentée au cinéma, c'est pareil pour tous les personnages qui sont juste, ils sortent d'une explosion avec juste une super coiffure. Voilà, c'est juste au bout d'un moment un choix esthétique, mais c'est pas forcément un propos. Mais c'est comme les personnages féminins qui se réveillent et qui sont déjà maquillés, et qui disent non, oui. Ne me regarde pas, non, oh, je suis moche. Non, et voilà, les meufs elles s'étalent de la terre sur la gueule pour passer inaperçue en forêt, mais quand même il faut se raser les dessous de bras, quoi. Ouais, mais l'inverse c'est aussi vrai, quoi. J'ai l'impression que bien sûr il y a toujours une composante masculine dans le fait d'avoir des personnages féminins badass au cinéma, mais l'inverse c'est aussi vrai, notamment ces dernières années où il y a une tendance aussi à craqueler le modèle, on va dire, viriliste du héros. Un bon exemple de ça c'est le dernier Thor, quoi. Où chaque fois qu'il y a une espèce de saillie un petit peu épique, un petit peu viril au sens traditionnel du terme, c'est cassé dans l'œuf, c'est réduit à néant, tandis que les personnages féminins... C'est cassé dans l'œuf dans Thor Ragnarok. Mais non, il est génial. Oui, Jeff Goldblum est formidable, ça c'est... Ça oui.
Mais voilà, donc l'inverse est aussi vrai, même pas forcément ces dernières années, quoi. Dans les personnages de pop culture assez célèbres, il y a aussi je sais pas, je prends Ash de Evil Dead. Ash, c'est juste, tu prends une Scream Queen à la Jamie Lee Curtis dans Halloween et tu en fais un mec, en fait. Et il passe son temps à hurler comme ce qu'on attendrait d'un slasher traditionnel de la part d'un personnage typiquement féminin. Et il est devenu ce personnage ultra iconique de la pop culture, et ainsi de suite. Donc bien sûr, il y a une tendance beaucoup plus caricaturale dans la manière de construire des personnages féminins au fil du temps, mais l'inverse est aussi vérifié. Et j'ai l'impression que je vous entends parler de représentation de la féminité, notamment à l'écran, comme si l'idéal c'était presque une sorte de féminité absolue autarcique qui n'a aucun rapport avec... je conçois bien sûr qu'il y a des rapports qui sont factices, établis avec une composante masculine parfois, mais des fois c'est juste le récit, quoi. Et il y a finalement assez aussi peu de personnages masculins qui sont complètement autarciques dans leur fonctionnement et qui n'ont pas de rapport par exemple avec une composante féminine. Il y en a, bien sûr, dans les films très clichés, mais il y en a beaucoup qui sont construits tout simplement parce que c'est un réseau de personnages qui interagissent, quoi. Un film dont j'ai parlé hier et voilà, que j'aime de tout mon cœur, que je suis allée voir 3 fois au cinéma, c'est Ghostbusters 2016. Et je conçois qu'il y a des gens qui puissent ne pas l'aimer, etc., pour plein de raisons. Mais moi, je suis allée le voir 3 fois au cinéma parce que la scène de baston à la fin, je suis allée le voir 3 fois au cinéma, 3 fois j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré en me disant, ça fait 30 ans que j'attends de voir ça au cinéma, merci. Et j'ai trouvé ça tellement bon et tellement cool. C'est le premier perso. Enfin, je répète un peu ce que j'ai dit hier, mais c'est le premier film. On voit des persos féminins qui mangent normalement, qui sont pas sur leur petite mangent tout salade. court en fait. Oui, non, mais qui mangent. Mais je veux dire qu'ils sont pas sur leur petite salade végé à se préoccuper de leur ligne. T'as Melissa McCarthy qui a une blague sur les raviolis, mais c'est juste parce qu'en fait elle se demande c'est quoi le bon ratio entre les soupes et la ravioli. Et c'est pas un truc, une blague sur le fait qu'elle est grosse ou sur le fait que oh là là c'est une femme, alors du coup elle doit manger léger. C'est super cool. C'est des personnages féminins qui se disent qu'elles s'aiment. Qui s'entraident. Qui s'entraident, qui se disent littéralement à la fin qu'elles s'aiment. Et je trouve ça tellement cool. Et puis même, j'ai vu en fait pas mal de critiques de mecs qui avaient visiblement trop de temps libre. À propos visiblement du personnage de Kevin qui est joué par Mais justement, c'est totalement une inversion des rôles et c'est ça qui est génial. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, le personnage joué par les premiers Ghostbusters de la secrétaire, je trouve qu'elle était traitée comme un personnage un petit peu cynique, tandis que Chris Hemsworth s'est traité comme un personnage un peu clownesque. Mais c'est le cliché de la secrétaire teubée qu'on voit dans plein de films. Ouais, mais c'est traité de manière tellement absurde que comme quand il y a du bruit et du coup, il se met les doigts sur les yeux. Tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Et il dit, mais pourquoi t'as pas de verre à tes lunettes? Non, mais j'en avais pas besoin. Enlève tes lunettes. Il regarde un aquarium, il fait, vous vous rendez compte que c'est un peu comme un sous-marin pour les poissons. Je trouve que son personnage est super drôle et c'est en fait quand je regardais Thor, le Thor et le Thor 2, je me disais mais Chris Hemsworth c'est quoi ce mec avec le charisme d'une pierre à affûter, et quand je le regarde complètement, je veux dire il est visuellement optimisé, mais à part ça, et en fait quand tu le regardes dans Ghostbusters tu fais merde mais ce mec est drôle. Dans quoi? Je l'ai pas encore vu. Mais et c'est vraiment dans Ghostbusters 2016 que je me suis rendu compte, que Chris Hemsworth, il était drôle en fait, et il était cool, et qu'il est mieux avec les cheveux courts qu'avec les cheveux longs. Et aussi qu'enfin on avait des personnages de meufs qui bottent des culs, qui se bagarrent et qui n'ont pas d'interaction, qui ont pas de rapport qui ont pas de rapport sexuel en fait avec. Pour le coup, toi t'as pleuré à la scène de fin de Ghostbusters. Moi c'est le début de Wonder Woman, quand elle se tabasse sur Themyscira, je pleure. Oui. À chaque fois, je vois des nanas qui se tapent entre elles et qui tapent des trucs. Moi ça me touche beaucoup. J'ai peut-être des rapports conflictuels avec la violence. C'est une autre histoire. Tu crois? Mais après, pour revenir à Ghostbusters, ce qui était vraiment magnifique à voir, et bon, déjà, on va reprendre nos origines, c'est-à-dire l'upload du trailer sur YouTube, le ratio de pouces rouges et de pouces bleus. Là, j'ai pleuré. Je me suis dit, bon, en fait, juste les mecs qui sont pas contents parce que c'était mieux avant avec Bill Murray, là, vous mettez des meufs, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas aucun sens. C'est tu rebootes un film, donc en soi, tu en fais ce que tu veux. C'est un reboot. Et si tu veux mettre à la place de personnages masculins, limite un peu macho parfois, des meufs qui s'entraident, qui se poussent vers le haut, qui sont racisées, lesbiennes, autres, qui rentrent pas dans les carcans de beauté, qui font pas du 34-36 et qui arrivent à se battre et à sauver le monde, même si à la fin c'est Chris Hemsworth qui est remercié. Du coup j'ai trouvé ça drôle, mais voilà, genre faites-le et venez pas pleurer juste parce que c'est des meufs, non. Donc ça m'a un peu saoulé à ce niveau-là, les réactions en fait sur le film. C'est surtout que l'existence d'un Ghostbusters 2016 n'annule pas l'existence des premiers Ghostbusters. Voilà. Que Ghostbusters 1 il était sympa, mais Ghostbusters 2 c'est une purge, franchement faut le revoir.
si vous l'avez pas vu depuis longtemps, mais il est. Non, si, si. Non, non. Ghostbusters 2, il est à chier. Je On te n'est jamais soulève. d'accord. Il est nul. Ouais. Non, il est nul. très mauvais. Le Ghostbusters 2, en fait, le premier Ghostbusters, les New-Yorkais avaient pas du tout supporté parce que ça avait paralysé la ville pendant tout le temps du tournage. Et en fait, les New-Yorkais avaient boycotté la sortie du premier Ghostbusters. Et c'est pour ça que dans Ghostbusters 2, le film ne passe son temps à envoyer des fions sur New York. Parce qu'en fait, l'équipe ne supportait plus New York après le fait que le film est bidé à New York. Et en fait, Ghostbusters 2016, moi je l'ai trouvé hyper cool pour plein de raisons. Puis tu as aussi le personnage de Kate McKinnon qui, dans la vraie vie, est ouvertement lesbienne. Et qui là incarne une sorte de personnage un peu queer qui regarde Chris Hemsworth, un peu comme un scientifique regarderait un animal étrange, quoi, en disant tiens, c'est bizarre qu'il agisse comme ça. Non, ce personnage, c'est l'équivalent féminin du savant fou. C'est rien d'autre. Bah, c'est peut-être plus Sigourney Weaver qui apparaît à la fin, je trouve. Ah non, En tant que mentor. Je suis pas d'accord, mais. Mais voilà, mais tu as le droit. Mais toujours est-il que Ghostbusters, en plus, je crois qu'il y avait une suite qui était prévue, et en fait, Paul Feig l'a annulée parce que les réactions ont été tellement dégueulasses qu'il a fait plus jamais je m'embarque là-dedans. Il y a, je me souviens plus du nom de l'actrice noire qui joue dans Ghostbusters 2016, qui est Leslie Jones, qui s'est pris des torrents de merde dans la gueule depuis la sortie du trailer et elle en reçoit encore maintenant. Et ça me fait chier, quoi. Je me dis, putain, pour une fois qu'on a eu un film d'action blockbuster avec que des meufs, etc., un truc drôle, parce que ça a été réalisé par Paul Feig, mais je crois que ça a été scénarisé par Paul Feig et une meuf, je crois. Ou alors que par une meuf. Et enfin, on avait ça, et on devait avoir un 2, finalement, on n'aura pas ça. Et ce qu'on devrait maintenant avoir, c'est un film d'animation Ghostbusters fait par Ghost Corp, par Ectocorp, je crois. Ghost Corp, un film d'animation avec des personnages masculins, et on devrait normalement, en 2018, on va voir comment ça se goupille, une nouvelle série d'animation qui s'appellerait, je crois, Ectoforce, qui se passe en 2050, et à nouveau avec que des personnages masculins. Du coup, c'est cool, on aurait pu rebooter, même pas forcément rebooter, mais faire un univers parallèle, alternatif, avec des personnages féminins, mais bon, c'est bon, vous avez eu un film... c'est bon, genre, on a fait un film avec des meufs, et maintenant foutez-nous la paix, voilà. Mais c'est exactement ce que tu disais, ça n'annule pas l'existence des premiers films. Je veux dire, si vous tenez tant que ça à vos films cultes des années 80, mais grand bien vous fasse, gardez-les. Mais n'allez pas chier sur de la nouveauté qu'on vous propose pour essayer de donner une possibilité au public féminin ou autre de s'identifier à des personnages, parce que personnellement je suis désolée, mais Bill Murray, je peux pas m'identifier à lui, même si c'est Bill Murray et que tout le monde l'aime, et moi aussi, mais je peux pas m'identifier à son personnage parce qu'il me parle pas, tandis que les personnages de Ghostbusters m'ont parlé, et qu'en plus c'est un super message, parce que des meufs qui s'entraident au cinéma, c'est très rare. On a plus tendance à faire en sorte que les personnages féminins se foutent des bâtons dans les roues et que genre ce soit les reines des potins et tout, en mode oh, mais t'as vu Machine, genre tu as la mis tes talons, oh, mon Dieu, c'est horrible. Et voilà, et c'était vraiment un film très bénéfique, et le fait qu'on n'ait pas de deux, c'est vraiment c'est juste on va bientôt avoir la même chose, parce que du coup il y a Oceans, alors je sais plus ouais. le nouveau Ocean's 8 Ocean's 8 qui va bientôt je sens que ça va faire le même effet en fait, moi j'ai très hâte de le voir, mais après je sais pas du tout ce que ça va donner, je peux rien juger, mais du coup effectivement ça a lancé un espèce de début d'effet de mode. Donc on verra ce que ça va donner, mais s'il se prend le même torrent de haine et qu'il fait un four comme premier Ghostbusters, je pense que ça va s'arrêter là. Mais celui-là il a l'air juste mauvais par contre. Ouais. On a aussi le nouveau docteur de Doctor Who qui est maintenant une femme, donc ça continue dans cette lignée de cette année on a enfin un espèce d'essor de personnages féminins un peu iconiques en fait, mais je sais pas du tout si le public va suivre, parce que bon, certes les gens qui sont éveillés au féminisme et à toutes ces problématiques-là, ça va les intéresser, et justement ça fait du bien de voir des films comme ça, genre Mélissa t'en parlait, la scène de bataille sur Themyscira dans Wonder Woman, moi aussi j'ai chialé, t'inquiète, donc c'est des films qui font du bien, mais après c'est que le public, le grand public, je sais pas s'il est prêt à ça. Et ce que je disais hier en conférence, c'était que le cinéma, c'était mine de rien un gros média de masse pour faire passer des messages, que tu sois conscient du message qui t'arrive au cerveau ou pas, parce qu'après tu auras quand même cette réflexion de oh mais attends, dans ce film il y avait que des personnages blancs quand même, c'était bizarre, ou alors oh mais dans ce film il y avait que des personnages riches et tout, et du coup le fait de voir rien que à l'écran des persos féminins forts, badass, etc., ça peut nous influencer même inconsciemment, et nous dire, enfin, il y a une espèce un rapport entre les spectateurs et ce qu'on voit au cinéma, je pense. Je pense que c'est juste que
on considère qu'il existe une neutralité au cinéma et que la neutralité, c'est le mec blanc, hétéro, cisgenre, tout ce que vous voulez. C'est pas la réalité, ça. Et pardon. C'est pas la réalité, ça. Et le problème, c'est que cet archétype est considéré comme la norme. Et du coup, c'est considéré comme du mainstream, tandis que dès que tu fais un film avec des héroïnes ou alors comme Black Panther, je veux dire, les films de Black Panther, je l'ai pas vu par manque de temps, mais je veux dire, les films Marvel, les films super-héros de manière générale avec des mecs blancs dans les rôles principaux, il y en a 50 et il y en a quand même beaucoup qui sont mauvais. Et pourtant, on va quand même les voir et il y en a quand même derrière qui sont toujours. Marvel continue à allonger les bifetons pour que ça se fasse. Mais à partir du moment où il y a eu Black Panther, à partir du moment où il y a eu Wonder Woman chez DC, il y a eu beaucoup plus de sens qui a été placé derrière. Ces films ont eu beaucoup plus de pression, les réals ont eu beaucoup plus de pression sur les épaules, parce que tu sais qu'un film avec des héros, avec un casting quasiment entièrement noir, ou avec une héroïne surpuissante dans le rôle principal, et si jamais tu te ramasses, accroche-toi bien pour avoir un second film comme ça à l'écran prochainement, quoi. Et moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a des films science-fiction, n'importe quel autre genre, avec des super-héros, avec des personnages masculins forts, etc., c'est considéré comme du mainstream, et si jamais il y en a un qui se casse la gueule, c'est pas grave, il y en a 50 autres derrière. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose qui sort un petit peu de cette case, c'est une sorte de cinéma un peu indépendant, un peu de niche, un peu de machin. Bizarrement, c'est quand même Black Panther qui met en scène des personnages déjà racisés et beaucoup de personnages femmes, parce que T'Challa tout seul, il aurait été dans la merde, clairement. Je l'ai pas vu encore. Voilà, donc clairement, il sert pas à grand chose à part avoir. Il sert à rien non plus. C'est clairement les personnages féminins qui portent le film, et de voir que justement, t'as un film qui sort totalement des cases habituelles des films de super-héros, rien qu'au niveau de ses personnages, et qu'il fait un succès monstrueux au box-office. Et qu'à côté t'as encore, t'as tout le monde qui va aller voir Infinity War alors que ça va être que des persos, les mêmes persos qu'on nous resserre d'habitude et tout, genre. Il sort pas des clous en termes, il sort juste des clous à ce niveau-là. Oui, après, c'est juste au niveau des personnages, pas au niveau scénaristique. Là où il réussit vraiment, et c'est ce que je me suis dit en regardant Black Panther, c'est que j'étais pas en train de me dire ah putain super, des personnages black bien développés. Non, parce que t'es dans le personnages développés, c'est ça. Ouais, et pour moi, c'est ça l'étape supérieure en fait. C'est parce que c'est bien d'avoir des role models, effectivement, et d'avoir un équilibre où chacun peut plus directement se sentir concerné parce que on a un personnage qui est beaucoup plus proche de soi. Mais je regarde Ghostbusters, j'ai pas de mal à m'identifier à certains personnages de ce qu'ils traversent parce que je les considère pas comme ah tiens, c'est une meuf que je suis en train de regarder. Il y a un truc où au bout d'un moment, t'es face à juste des traits humains, quoi. Donc c'est super important effectivement d'avoir plus un équilibre. Et je suis pas sûr que Black Panther ça soit un film expérimental ou perçu comme expérimental. Non, mais le truc, c'est que t'entendais beaucoup, oui, mais bon, c'est du cinéma pour noirs, c'est du machin. Non, c'est du cinéma grand public. Tu peux du cinéma tout court, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça l'étape supérieure, c'est au bout d'un moment, effectivement, quand il y a plus de représentativité et se dire, oublier finalement qu'on a affaire à tel ou tel type de représentation. Mais c'est vrai qu'on n'y a pas encore, du coup. Mais il y a un rôle modèle auquel on pense jamais, d'un film culte des années 80 qui est Retour vers le futur. Moi, le rôle de Clara dans le 3e m'a beaucoup touchée parce que, bon, ok, elle se fait sauver par un homme, elle en tombe amoureuse. Bon, là, on est dans le cliché total. Mais c'est un rôle beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît parce qu'en fait, elle arrive, elle vient frapper à la porte de Doc elle lui tend un télescope en lui disant lors de mon accident, il s'est cassé, est-ce que vous sauriez comment le réparer? Et la meuf, déjà, elle est institutrice, elle vient parce qu'elle est institutrice, donc elle a une profession. Donc au 19e siècle, c'était quand même voilà. Elle vient pas parce qu'elle vient rejoindre un mari ou un fils ou une fille ou j'en sais rien. Donc elle a une profession, elle est éduquée, elle a un télescope, elle regarde les étoiles toute seule, elle est libre, elle est indépendante, elle a pas 20 ans et des gros nichons. Et ça c'est cool parce que du coup, moi je me suis dit mais ouais, la meuf est indépendante quoi, au 19e siècle. Et ça fait plaisir. Et elle regarde les étoiles avec un télescope toute seule parce que ça lui plaît. Et moi j'ai été vachement touchée par ce rôle-là et ça m'a vraiment bon, alors je pense que je suis un peu plus âgée que voilà, mes camarades autour et moi ça m'a vachement construite en fait d'avoir ce rôle dans Retour vers le futur alors que les autres rôles féminins sont la mère de Marty et sa petite amie quoi. Ça permet du coup de faire une transition. Tada, une transition. T'as vu, c'est le talent. Oui. Par rapport à l'écriture des personnages, c'est vrai qu'on a surtout parlé de l'écriture des personnages des héroïnes, mais nous, ce qu'on se demandait, c'était finalement, est-ce que c'est pas les professions du cinéma, la réalité d'aujourd'hui au cinéma, qui fait qu'on est face à ça, c'est-à-dire à des personnages féminins problématiques, qui ont des traits d'hommes, qui vont pas au bout de ce qu'on aimerait voir, parce que déjà, essayez de citer de tête 5 réalisatrices féminines hors science-fiction, tout genre confondu, de tête. Essayez. 5.
Si tu veux, je peux le faire. Ouais, bah ouais, mais je veux dire, de manière un peu, voilà, comme ça, c'est pas évident. Nous-mêmes, pour la programmation du festival, on s'est posé énormément de questions. On s'est dit, bah oui, mais tiens, il y a des réalisatrices qu'on adore, par exemple Catherine Bigelow, on adore son travail, on adore ce qu'elle fait. Pour autant, on ne va pas la programmer aux Intergalactiques parce que ça va pas forcément avec le thème du festival. Voilà. Mais ce qu'on se disait, c'était vraiment les professions au cinéma, c'est-à-dire, il y a beaucoup de monteuses, il y a beaucoup de maquilleuses, de coiffeuses, il y a beaucoup de scripts. Mais des réalisatrices, il y en a peu. Des showrunneuses en série télé, bon, actuellement en science-fiction, on est bien lotis, il y en a 3. Il y a celle d'Altered Carbon, celle de Westworld et celle de Jessica Jones aussi. Et aussi les Wachowski pour Sense8. Et oui, qui sont devenues, du coup, les sœurs Wachowski désormais. Mais est-ce que finalement, le fait qu'il y ait une absence de femmes dans toutes ces professions et qu'il y ait des cases dans les professions au cinéma, est-ce que ça participe pas aussi au fait qu'on ne puisse pas avancer dans cette représentation et que finalement, c'est là où est le souci, quoi. Moi, c'est une question que je me pose et que j'aimerais bien vous poser, que j'aimerais bien vous entendre répondre. Voilà. Déjà, il y a un gros problème de sexisme en général dans l'industrie du cinéma, c'est-à-dire derrière la caméra, autant que devant et dans les personnages qu'on nous propose. Et la situation des actrices, on n'en parle pas parce que on connaît maintenant désormais les problèmes de harcèlement qu'il y avait, etc. Mais derrière la caméra, c'est pas beaucoup mieux parce que j'ai vu des statistiques. Alors, ça concerne que la France et les chiffres sont approximatifs parce que là, de tête, je sais plus. Mais en gros, il y a quasiment 50-50 le ratio femmes-hommes qui sortent d'écoles de cinéma en filière de réalisation. Et bizarrement, on n'a que 20% de réalisatrices en France. Parce que j'ai l'impression que les producteurs et le CNC aussi pensent qu'un film réalisé par une femme ne serait pas bankable. Parce que justement, c'est une femme qui va réaliser et qu'on préfère prendre un mec parce que si, parce que ça, parce que telle raison bidon. Et déjà, il y a ça comme problème qui se pose. Et effectivement, oui, rien que le fait de donner de tête 5 réalisatrices, même pas de science-fiction, mais de n'importe quoi, c'est faisable, mais il faut réfléchir plus longtemps. Alors que tu demandes à quelqu'un de citer 5 réalisateurs, là il va dire alors oui, machin, il va pas s'arrêter. Et je pense que déjà, on a un gros souci à ce niveau-là. Et c'est surtout du sexisme qui vient de l'industrie du cinéma. Et alors que c'est du foutage de gueule, parce que la première réalisatrice, elle a fait un film 1 an après les premiers vidéogrammes des Frères Lumière. Elle s'appelait Alice Guy et c'est une grande figure qu'on oublie tout le temps. Et c'est du foutage de gueule, parce que la première réalisatrice au monde était française. Donc, Et elle a fait 700 films. Elle a fait 700 films. Et elle a fait 700 films. Enfin, elle a réalisé, écrit, produit, 700 films avant les... Enfin, voilà. Ça fait quasiment 5 ans en fait que je suis présente sur YouTube et comme Mathilde l'expliquait au début, l'émission la plus récurrente que j'ai s'appelle Adaptation. Je parle d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Et c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, j'ai sorti ma dernière vidéo sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc j'ai entendu des et en fait je parle un peu du comics. Du comics d'O'Neill et d'Alan Moore, j'ai parlé de plein de choses, et en fait, comme d'habitude, lorsque je parle de cinéma, et a fortiori lorsque je parle de comics, je me suis ramassé la team des gros cons dans mes mentions. Alors en premier lieu, en fait, j'ai eu énormément de mecs qui sont venus pleurnicher, parce qu'en fait, je parlais du fait que, étant donné que c'était du Alan Moore, tous les personnages sont des connards. Tous les personnages sont des connards, les meufs sont uniquement définies. Je veux dire, on a Mina qui est donc Wilhelmina Murray, ou Mina Harker, je crois, dans le film, qui est une femme forte, etc., machin, qui est intelligente. Je crois qu'elle est prof de musique à la base. Dans le film, ils en ont fait une meuf vampire. Et en fait, je crois que c'est à la page 6 de la bande dessinée, elle manque de se faire violer. Dans le tome, et elle est sauvée d'ailleurs par Alan Quatermain. Dans le tome 2 de la bande dessinée, elle est à la limite de se faire violer par l'homme invisible. Et c'est un personnage qui, à chaque fois, est menacé de viol ou a un souci. Et tous les personnages masculins sont opiomanes, sont des violeurs, sont des connards, sont racistes, sont tout ce que vous voulez. Et en fait, j'ai dit, c'est du Alan Moore, du coup, tous les persos sont des connards et les persos féminins sont traités de manière misogyne. Tout ce que tu dis là, on peut le calquer exactement pour Watchmen aussi. Hein. Oui, voilà. Et en fait, j'en ai parlé dans ma vidéo et j'ai eu peut-être 4 ou 5 mecs qui sont venus en me disant « Ouais, mais c'est dégueulasse et tout, tu dis qu'Alan Moore est misogyne ?» Déjà, je dis pas qu'il est misogyne, même s'il l'est.
Je dis que ces personnages le sont, qui traitent ces personnages de telle manière, et en fait j'ai un mec qui est venu me dire oui mais c'est parce que tu connais pas la bibliographie d'Alan Moore, c'est parce que t'as peut-être pas lu ça, c'est parce que t'as pas compris ça, etc. Et je fais mais qui es-tu? Mais déjà le mansplaining dans les commentaires YouTube quand t'es une meuf, c'est complètement dégueulasse. Mais j'ai envie de dire c'est intrinsèque le mansplaining. T'as forcément des mecs qui vont venir te chercher des noises, même quand tu leur fais une liste super détaillée, une super analyse de ouf. Donc juste parce que c'est des mecs et qui savent mieux que toi forcément. Je me permets, on a légèrement dérivé de la question. Oui. Est-ce qu'on peut se rediriger doucement? Non, mais je rebondissais juste en fait sur ce que tu disais sur le fait que je pense que malheureusement le sexisme est absolument partout, et récemment on a une collègue vidéaste qui a dit qu'elle voulait arrêter qui a priori veut arrêter de faire des vidéos sur la culture populaire parce qu'elle se prend des trucs horribles dans la gueule tout le temps, et je peux pas la blâmer. Et je peux absolument pas la blâmer parce que perso encore je tiens, parce que je me dis c'est des blaireaux quoi. Les mecs jamais ils viendront me voir en convention et me le dire en face, puis de toute façon si je le fais je les casse en 8. Mais je veux dire, ça me fait quand même chier, parce que je comprends qu'à chaque fois on dit oui, mais il y a moins de vidéastes, etc. Meufs, c'est compliqué de trouver des meufs qui font autre chose que du make-up. Si, il en existe, mais le problème c'est que. Vous cherchez pas. C'est que déjà vous cherchez pas, et c'est que je trouve que lorsqu'il y a des meufs qui se prennent du sexisme dans la gueule, et les mecs qui gueulent, qui sont égalitaristes et tout ce que tu veux, on les voit jamais venir défendre leurs collègues féminines, et franchement ça me fait chier. Et du coup, je comprends qu'il y ait du coup peut-être moins de réalisatrices femmes, qu'il y ait peut-être moins de productrices exécutives. Parce que c'est tellement compliqué d'avancer dans un univers où on passe notre temps à entendre qu'on n'est pas légitime et qu'on n'a pas compris, et que si on pense ça, c'est qu'on n'a peut-être pas bien étudié notre sujet. Ça m'emmerde, et je comprends du coup qu'il y ait moins de meufs ensuite en réalisatrice, en productrice. Il y a aussi un problème au niveau des cascadeuses, c'est-à-dire que le sexisme à Hollywood tue, parce que comme les personnages féminins sont souvent très peu vêtus, les cascadeuses, en fait, elles le sont forcément aussi, et donc elles sont moins protégées, et il y a un taux de mortalité beaucoup plus important chez les cascadeuses que chez les cascadeurs, et ça, là, on parle de vie ou de mort, quand même. On sait que le sexisme tue parce qu'il y a des violences systémiques dues au patriarcat, etc. Mais même dans l'industrie du cinéma, parce que les héroïnes sont peu vêtues, les cascadeuses ont plus de chances de se tuer ou de se blesser. C'est quand même, c'est grave. Le sexisme est grave, mais voilà. Surtout que ça doit pas coûter très cher de rajouter un petit peu de tissu pour couvrir l'intégralité du corps d'une nana qui est censée se battre et sauver le monde, quoi. Donc, Par exemple, hein. Après, ça dépend pas que... ça dépend des prods, des réalisateurs, et ensuite ça intervient sur les costumiers qui n'ont pas le choix que d'exécuter les ordres qui viennent d'au-dessus. Et après, effectivement, c'est un effet dominant, en fait, le sexisme dans le cinéma. Et donc les cascadeuses sont bien plus badass que les cascadeurs. Il y a un aspect, je rebondis sur ça, il y a un aspect de la carrière de Carrie Fisher, donc notre chère princesse Leia qu'on ne connaît pas. Mais Carrie Fisher, vous le savez, mais peut-être que le public ne sait pas, a été pendant toute sa seconde partie de carrière script doctor. Alors qu'est-ce que c'est que script doctor? C'est les gens qui réécrivent des scénarios pour les rendre un peu mieux. Et elle notamment, elle s'occupait de tout ce qui était réécriture de dialogue et tout ce qui était réécriture de personnages féminins. Et ça, je pense que c'est un très bel exemple, parce que déjà, des script doctors femmes, il y en avait peu, et que ce soit elle qui le fasse, ça, c'est un aspect de sa carrière, je pense qu'il est bon de remettre en avant. Et moi, je me demande si finalement ce travail-là, est-ce que, évidemment, on en revient toujours à pareil, mais est-ce que ça joue pas dans la représentation des femmes qu'on peut voir au cinéma? Est-ce que finalement, ce travail qui est hyper en amont, c'est-à-dire avant même que le projet soit tourné, il doit être fait à la base, et est-ce que c'est pas cette base qu'il faudrait travailler? Voilà. Ça me fait surtout chier, parce que je me dis qu'effectivement, Carrie Fisher a bossé pendant 20-30 ans en tant que script doctor sur énormément de films, de séries télé, de blockbusters, et finalement, la seule chose qu'on a retenue d'elle quand elle est morte, c'était elle était en bikini dans Star Wars. Et tu te dis, mais elle a une carrière incroyable, cette femme. Elle a été créditée quasiment jamais. Et voilà, on a retenu d'elle le moment où elle était en bikini parce qu'elle était l'esclave sexuelle de Jabba. Mais ça, je trouve que quand même, il y a beaucoup de médias qui ont parlé justement de sa carrière de script doctor à sa mort, et beaucoup plus qu'avant. Avec des photos d'elle en bikini. Voilà, son autobio et de son sens de l'humour, surtout. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'au final, c'est bien un truc bien à retirer, malheureusement, de sa nécro. C'est qu'effectivement, j'ai vu beaucoup d'articles qui en ont parlé, et c'était très cool, et non pas seulement parler du fait qu'elle avait effectivement pécho Harrison Ford sur Star Wars.
Elle était script doctor sur Last Action Hero, qui est pour moi le Mais best non, film sérieux d'action. Enfin voilà, encore une fois, je suis un petit peu vieille, hein, donc j'ai les références de ma jeunesse. Voilà, donc Last Action Hero, bon, il n'y a pas vraiment de personnage féminin, à part bon, la mère du héros, comme toujours. La fille. La fille de Schwarzenegger. Oui, et effectivement, mais qu'on voit se débrouille très bien toute seule. Mais effectivement, donc. J'étais assez hallucinée de voir qu'elle était script doctor sur ce film. Jamais j'aurais imaginé ça, quoi. Et d'ailleurs, dans Last Action Hero, il y a une scène qui est géniale, c'est quand Danny rentre dans le commissariat de police et qu'il voit que des meufs en latex, il dit mais c'est quoi ces nanas? On les voit que dans la fiction, en vrai elles n'existent pas. Et ça c'est génial quand même. Et ça peut peut-être être la fin. On va passer aux questions. Non? Ou je sais pas. Vous avez peut-être d'autres trucs à dire. Tu veux mic drop comme ça directement? Non. Non, je suis pas très coutumière de ça. C'est juste que je regarde mon horloge. Voilà. Mais avant de passer aux questions, je tiens à vous dire que nos youtubeurs seront en dédicace à 12h30. Là, à l'étage, sur l'estrade. Donc, il y aura des affiches. Et donc, c'est cool. Donc, venez. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Alors la question c'était est-ce que l'évolution des personnages féminins tient en compte le fait que maintenant il y a plus de femmes qui vont voir les films de science-fiction plutôt que les hommes? Si j'ai bien... Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Ah, parce qu'il faut que je réponde. Putain, mais moi ça y est, moi je pensais que c'était bon et que j'allais pouvoir aller me recoucher. On va prendre un café après, t'inquiète pas. En fait, je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression que... Enfin, je peux me baser que sur mon ressenti personnel, mais moi j'ai toujours regardé de la science-fiction dès toute petite, donc j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu... Oui, c'est marketé masculin, je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que parce que c'est marketé masculin, est-ce que les filles n'y allaient pas? C'est la question. Enfin, je sais pas, on n'a pas de données là, donc... ouais. Mais c'est pas inintéressant, hein. C'est pas inintéressant parce que je pense aussi qu'il y a une question de gros sous. C'est que les mecs Hollywood se sont dit ah bah ouais, peut-être qu'en fait si on prenait en compte la deuxième moitié de la population, peut-être qu'on ferait 2 fois plus d'entrées. Ah, c'est pas idiot. Ouais. En fait, je pense que ça prend en compte déjà. J'espère que dans les petites lignes en dessous du contrat, ça prend en dessous l'évolution de la société quand même, qui évolue vers des mentalités plus ouverte à l'égalité homme-femme, mais c'est surtout un aspect totalement capitaliste et marketing pour vendre 2 fois plus de produits dérivés, parce qu'effectivement, il y a 50% de la population qui existe aussi et qu'on voit pas trop souvent, à part dans des tenues en latex comme dans Last Action Hero. Mais oui, c'est clairement pour faire de la thune, hein, à la base. Je reviens un peu sur Ghostbusters, mais en fait, étant donné que j'avais beaucoup aimé le film de 2016, j'avais cherché un petit peu tout le merchandising qu'il y avait autour. Et par exemple, ça avait pas mal gueulé parce qu'il y avait eu les Proton Packs du nouveau film qui était sorti. Et en fait, sur la boîte, c'était un petit garçon. Et du coup, voilà, tu as aimé Ghostbusters, mets le truc comme le petit garçon que tu vois pas dans le film parce que c'est que des meufs qui portent les uniformes. Alors juste, du coup, je vais dériver aussi sur merchandising 3 secondes et après on va revenir au sujet. Mais là, tu m'as lancé, c'est foutu. Star Wars 7. Merchandising de Rey, laissez tomber. Quand c'était sorti, il y avait que dalle. Il y avait 2. Ouais, c'est ça. Il y a deux Barbie nulles, trop moches. Et sinon, il y avait rien d'autre. Tout était axé sur Kylo Ren. Oui, non, mais c'est ça en fait. C'est parce que les garçons ont toujours droit à des petits action figures où ils peuvent bouger les bras parce que forcément, ils peuvent se taper et faire des trucs. Ils sont dans l'action justement. Et les filles, voilà, c'est un truc que tu poses et tu le gardes dans la main vite fait. Tu fais un truc avec. Mais effectivement, et ça m'avait révolté. De voir, Star Wars 7 sort, l'héroïne, le personnage principal est une femme. J'ai un amour inconsidéré pour Rey, donc on en reparlera pour ceux qui veulent en reparler. Et c'était très triste de voir qu'il y avait très très peu de jouets dessus. Et en plus, Disney a essayé un peu de s'en sortir. Alors désolé, je vais spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Star Wars 7, en disant oui, mais on voulait pas spoiler le fait que, en fait, elle a le sabre laser à la fin parce que c'est une Jedi. Donc du coup, voilà, on n'a pas fait beaucoup de. Mais cela dit, du coup, ça leur a quand même permis de doubler les ventes de sabres laser, du coup, parce que maintenant les petites filles se sont dit, mais tiens, moi aussi je peux en avoir un, c'est incroyable. Ils avaient comparé justement les ventes des figurines de Kylo Ren et des figurines de Rey, et les figurines de Kylo Ren leur étaient restées sur les reins, quoi. Donc, bon. Oui, et puis au bout d'un moment, ils nous font pas. On a des figurines de merde de Rey, on en a 3 qui se courent après, et à côté de ça, dans les années 2000, on a eu des sucettes avec la langue de Jar Jar Binks, quoi.
Mais, Tout ce que je vous dis est vrai. Mais pour revenir à ta question, et pour revenir aux années 80-90, non, mais en science-fiction, les films se démarquent des autres films en termes de personnages féminins. Je pense notamment à L'Armée des 12 singes, où le personnage d'un scientifique est une femme, ou Demolition Man, où il y a encore Le Sandra meilleur film Bullock. du monde. Bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec la Station Hero et Retour vers le futur. Donc, en fait, moi, quand je pense à ce cinéma de ces années-là, dans les années 80-90, je me rends compte qu'il n'y a pas un film de science-fiction sans une femme un peu cool, quoi, un peu badass. Et donc, je pense que ce genre-là, cinématographique, s'en sort beaucoup mieux que d'autres. Mais voilà. Après, je parle sous contrôle de mes camarades spécialisés en cinéma. Mais je trouve que les séries télé ont fait des plus grands pas en avant que le cinéma en matière Scully, avec de SF. Et rien qu'avec X-Files. Je pensais à X-Files, je pensais aussi à Firefly, où j'ai un amour inconditionné pour tous les personnages féminins de Firefly, qui sont tous très différents et qui sont tous vraiment très très chouettes. Donc à chaque fois, il y a plus des avancées comme ça de ce côté-là. Parce que j'ai l'impression que les séries permettent de plus facilement faire avancer les mentalités que le cinéma, parce que le cinéma, c'est une industrie qui est encore vachement ancrée dans un système vieux comme le monde, avec des vieux mecs blancs tout en haut et nous tout en bas qui essayent une galérie à faire passer des messages positifs. Tandis que les séries télé, c'est un milieu qui est plus ouvert et plus d'actualité, et du coup, vu que t'as techniquement plus de séries qui sortent que de films, enfin j'ai l'impression. En tout cas, ça coûte moins d'argent. Oui, bah voilà, ça coûte moins cher de faire une série qu'un film, donc c'est plus simple de faire passer des messages positifs par les séries. Et ce qui joue aussi, c'est le format. Enfin, je veux dire, une Aussi, série, on a le temps de développer un univers et des personnages. Quand 2h30 de film, on pourrait pas développer. Et donc évidemment, au cinéma, ils font des choix qui sont pas forcément les bons. Il y a une autre question, quelque part. Je vois que tout le monde est en train de coller, là, tout le monde a chaud. Oui. Ok. Je dis tout haut pour ceux qui n'ont pas entendu les personnages féminins dans l'animation japonaise. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Motoko Kusanagi. Hein, ouais, c'est vrai. Voilà, des réactions. Capitaine, hein, peut-être un mot. Bah, le film Ghost in the Shell, c'était de la merde. Ça, c'est dit. C'est vrai que dans l'animation japonaise, bon, parce que... Oh putain. Quelle horreur. Je vous avoue que là j'ai pas d'analyse particulière. C'est vrai que Motoko Kusanagi a toujours, en plus elle a vraiment une stature qui est j'existe pour moi et en moi. Moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un d'extrêmement entier et qui survole tout le reste. Ses collègues, même son ami Batu. Elle a l'air d'être complètement autre. Moi elle m'a toujours fasciné cette femme. Mais je vous avoue que là, ouais, j'ai pas une analyse plus profonde. Cowboy Bebop, bon ben, c'est la figure de Ed qui est plus intéressante, je trouve. On ne sait pas trop. Il ou elle est mystérieuse, on ne sait pas. Tu avais cité quoi d'autre? Gundam, je connais pas assez, malheureusement. Mais Evangelion, ou aussi là, quand même, personnage féminin très très différent. Appleseed, pour ceux qui connaissent, aussi j'allais dire Otomo, c'est pas ça, non, de Shiro, la même personne qui a fait Ghost in the Shell, où c'est une héroïne avec son collègue et ex-amant ou actuel amant qui est aujourd'hui un robot gigantesque, mais il y a encore eu un amour entre les deux. Les personnages féminins, non, en fait, j'ai pas envie de dire de conneries du coup parce que j'ai pas d'analyse là, j'ai pas réfléchi à la question. Mais c'est vrai que rien que la figure de Motoko Kusanagi pour moi était toujours extrêmement positive. Elle a une mission, elle la remplit, elle se pose des questions sur elle, sur qui elle est. C'est pareil pour Gali, donc dans Gundam, puisque quelqu'un a cité Gundam, même si Gali a quand même aussi des love interest, des histoires d'amour, mais qui sont toujours quand même extrêmement positives, puisque, en tout cas dans le manga, d'abord elle est amoureuse de Yugo, qui est quand même extrêmement faible par rapport à elle, mais voilà, il s'aime, et c'est juste un état de fait, quoi. C'est une histoire assez belle. Elle est amoureuse d'un mec plus viril dans le manga un peu plus tard, qui est une espèce de pêcheur post-apocalyptique très bodybuildé, qui est très fort pour un humain. Il est full humain, il est pas, parce que dans Gundam il y a du transhumanisme, et Gali, pour ceux qui ne connaissent pas, a un corps de robot entièrement robotique. Lui est full humain, donc inévitablement il est moins fort qu'elle, mais il est, même si on pourrait penser que cette posture d'humain à 100%, mais extrêmement fort pour un humain, était destinée à les équilibrer,
elle est quand même extrêmement plus forte que lui, mais même au niveau du caractère. Et d'ailleurs, dans le manga, c'est lui qui a sa recherche, mais éternelle. Parce qu'elle a des choses à faire, elle est partie, et on le voit des fois, lui, en train de la chercher parce qu'il l'aime, tout simplement. Pas parce qu'il veut la protéger, pas parce que il veut interagir avec... Et c'est juste, il l'aime, il veut la retrouver, et c'est comme ça qu'il se complétera. Donc moi, c'était aussi une histoire qui m'avait beaucoup touché. Ça parle d'animation japonaise, du coup j'extrapole sur les Sentai, et ça me fait penser au film Power Rangers, qui est sorti en 2017 ou 2016, je sais 2017, plus. Ouais. 2017. Que j'ai beaucoup aimé. Alors après, moi j'ai grandi avec Power Rangers, je suis allée voir le film en 95 au Cinoche, le premier. Et en fait, le Power Rangers 2017, la scène de fin avec le thème, mais j'ai les larmes qui sont montées, je m'accrochais à mon siège, oh mon Dieu, c'est toute mon enfance que je vois. Et le film avait plein de défauts, mais je trouvais qu'il était très cool sous plein d'aspects. Par exemple, le personnage de Rita, je crois que c'est Elizabeth Banks qui joue Rita. Oui. Et qui est complètement over the top, qui est à fond dans son rôle, etc. De meuf, je vais dominer le monde. Elle s'éclate dans son rôle, et je trouve ça cool. Et en fait, j'avais lu pas mal d'articles sur la création du film. Il y avait un aspect qui était vachement sympa, comme quoi le fait que le Ranger bleu, donc, est joué par un acteur noir, et qui est autiste. Et ça avait été... par un jeune acteur noir, et en fait son personnage est autiste, et ça avait été perçu de manière super positive par la communauté afro-américaine, parce qu'apparemment, une chose que je remarque pas forcément, mais visiblement les autistes sont souvent représentés comme des blancs, et que c'était assez rare de voir des personnages noirs autistes. Et en fait, t'as tout un truc qui est vachement sympa, c'est que t'as le personnage de la Ranger jaune, qui est lesbienne, et en fait elle le soulève lors d'une discussion avec je sais plus qui, avec ses potes, en fait, avec ses collègues, et tout le monde s'en fout, dans le sens où ok, t'es lesbienne, mais c'est d'accord. Et j'avais trouvé ça bien cool. Et en fait, normalement, il devait y avoir une romance, je crois, entre Ranger rouge et Ranger rose, et ça a été supprimé du truc à la fin, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que à ce moment-là, le personnage de Ranger rose n'était là qu'en soutien du Ranger rouge, elle n'avait pas d'arc narratif perso. Et ils se sont rendus compte de ça lors des projections tests, et ils se sont dit on va le virer, quoi. Et du coup, de mémoire, je crois que je sais même plus si t'as un petit bisou ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'il y a rien en fait entre les persos. Et il me semble qu'il y a aucune relation amoureuse entre les persos, et j'ai trouvé ça cool parce qu'enfin on avait des persos de meufs qui se battent, qui se tabassent dans des robots géants comme dans tout mon Sentai, et sans pour autant avoir des relations amoureuses avec les protagonistes masculins, quoi. Et pour donner des exemples de séries ou de films de science-fiction où les femmes ne sont pas sexualisées et pas par rapport à des hommes, il y a Seul sur Mars, et il y a la série Mars. Elles sont scientifiques, elles sont commandants, elles sont... Voilà, et c'est tout, et point. Et c'est cool. Il y a aussi... Non, juste un petit aspect à souligner que je trouve intéressant par rapport à Jamie Lee Curtis et puis à Alien 4, le fait qu'on ait des personnages féminins, des héroïnes, mais qui sont aussi d'un certain âge, parce que le problème d'Hollywood aussi, c'est qu'on en fait des personnages féminins qui ont une vingtaine d'années, au max la trentaine. Là, on a des personnages qui ont la quarantaine, cinquantaine bien installés, et qui sont chouettes, sont badass. Et pareil également justement dans Wonder Woman aussi, où justement les Amazones, il y en a qui sont pas toutes jeunes, mais enfin elles tiennent bien la route, elles sont péchues, et c'est plutôt cool à voir aussi, quoi, de voir qu'une dame plus âgée, elle peut être aussi très très badass. Niveau SF aussi, j'ai complètement zappé d'en parler, mais il y a un film qui est sorti il y a un an même pas, qui m'a foutu une grosse claque. Je suis sortie du cinéma totalement ébranlée et j'ai pleuré pendant des jours. C'est Colossal, qui est réalisé par Nacho Vigalondo, si vous l'avez vu, avec Anna Thaoué, qui est d'habitude une actrice qui me hérisse le poil, et en fait je l'ai adorée dans ce film, où en gros, alors le film a plein de trucs pas très cool, le film par exemple a été vachement critiqué d'un point de vue sexisme, un point sur lequel je m'étendrai pas parce que je suis moi-même blanche, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, où en gros c'est une meuf qui retourne en fait dans son village dans sa ville natale, et elle tombe sur je sais plus comment s'appelle le personnage, l'acteur masculin, Jason Sudeikis, qui en fait est un acteur qui, quand on veut un personnage masculin un peu sympa et tout, pour qui on peut avoir de l'empathie. Et en fait, Anna Thaoué se rend compte que quand elle revient dans sa ville natale, au même moment, elle se bourre la gueule en fait, et à ce moment-là, elle se rend compte qu'il y a un monstre géant qui détruit Séoul. Et elle se rend compte qu'elle est connectée en fait à ce monstre, et c'est un film qui utilise la science-fiction pour parler des violences conjugales, pour parler des relations toxiques, pour parler de la relation à l'alcool que la protagoniste a. Et en fait, j'avais été invitée à cette projection avec Monsieur Mea, qui est un vidéaste qui est invité ici aussi.
Et j'étais tellement sur le cul parce qu'en fait, c'est une projection où il y avait 90% des personnes invitées dans la salle, c'était projection sens critique, quasiment que des mecs. Et en fait, quand je suis sortie de la salle, que le film était... Je vais reprendre ton micro. Quand je suis sortie de la salle après le film, je me suis rendu compte que les mecs étaient en train de discuter entre eux, de savoir est-ce que les monstres dans ce film, ils sont visuellement crédibles, est-ce que c'était intelligent et tout, de la manière dont les monstres ont été mis en scène, et qu'en fait, toutes les meufs, on avait les yeux rouges parce qu'on avait pleuré et on était en train de se dire c'est le film qui m'a foutu la plus grosse claque dans la gueule depuis l'invention du cinéma. Et vraiment, si vous voulez voir un film sur la science-fiction qui utilise la science-fiction pour parler de problèmes de société, je crois que Colossal, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé ces dernières années. Voyez-le, préparez la boîte de mouchoirs, mais faut s'accrocher, mais franchement, il en vaut le coup. J'ai l'impression qu'on rapproche pas mal la littérature young adulte avec ce qu'on a appelé dans les années 2000 la chick lit. C'est-à-dire la littérature du genre le diable s'habille en Prada, Confession d'une accro du shopping. C'était très bien le diable s'habille en Prada, ok. Ah mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je l'ai lu, j'ai vu le film avec Meryl Streep qui est la plus grande actrice du 7e art. Et en fait, je trouve qu'on a beaucoup rapproché le young adulte et la chick lit, ce qu'on appelait la chick lit, en mode ouais mais c'est des trucs d'adolescente. Voilà, ces trucs de petites minettes. Et en fait, j'ai l'impression que la science-fiction et la littérature de manière générale, c'est quelque chose de tourné vers le masculin, autant d'un point de vue de création, d'un point de vue des auteurs, etc., et de marketing, tandis que tout ce qui est young adulte et chick lit, j'ai l'impression, parce que je rapproche obligatoirement les deux, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on attribue à des femmes et pas d'une manière améliorative. Alors du coup, j'ai pas du tout les chiffres, mais pour moi, Hunger Games, c'était pas tellement axé nana. Alors après, il faudrait voir dans le lectorat déjà de base la répartition homme-femme, mais c'est vrai que pour moi, Hunger Games, c'était un peu plus, la parité était peut-être un peu plus respectée, mais je trouvais aussi que c'était sympa de bah voilà, Jennifer Lawrence, je l'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup de sympathie pour elle, et ça faisait des films à qualité, oui, c'était les meilleurs, oui, valeurs variables, voilà, bon, c'est mieux que Divergent, bon, si on veut tous les citer, mais je trouvais que justement, oui, ça fait du bien, ça a remis un peu des trucs un peu différents sur le devant de la scène, mais moi, j'aurais pas rapproché, tu vois, aujourd'hui Diable s'habille en Prada ou autre, parce qu'elle avait quand même d'autres... Il y a quand même des histoires de triangles amoureux, etc. Mais je le voyais moins, je le vois pas tant vraiment axé vers un public féminin, proprement parlé. Je le perçois pas comme un Twilight, tu vois. Bah, justement, le fait que ce soit, que les young adult novels soient axés pour la jeunesse, les ados, etc., si on prend l'exemple de Hunger Games, je sais pas, effectivement, on n'a pas les chiffres, mais c'est vrai que c'est quand même assez égalitaire, et surtout c'est une histoire d'une meuf qui doit se battre pour survivre, et le fait que le public cible ce soit des jeunes, ça fait, j'ai pas aimé les films, désolée, mais le personnage de Katniss est intéressant au sens où si une femme ou un ado, un mec lit ça, il va se dire putain, mais en fait il va plus se concentrer sur l'histoire et les personnages que sur leur genre, en fait, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est bénéfique d'éveiller un peu les mentalités par la littérature, même si c'est considéré comme un sous-genre, en fait. Moi, de manière générale, ça a l'air très bizarre, c'est ce que je vais dire, mais j'aimerais bien avoir des personnages féminins qui baisent. Oui, et la sexualité, on n'en parle pas. Nous, on ne baise pas, jamais. C'est toujours... ou alors, les personnages féminins baisent, mais du coup, c'est avec leur grand amour. Ou alors, elles sont shamées pour ça. Ou alors... Par exemple, un truc très con, c'est qu'en fait, j'ai vu le Deadpool qui est sorti en 2016, je crois. Et en fait, il y a une scène dedans, alors c'est pas une histoire de spoiler parce que c'est au tout début, où tu vois le personnage de Wade qui a des relations sexuelles en fait avec sa meuf, et à un moment, je crois qu'il prend sa meuf en levrette. Et en fait, c'est en regardant ça que je me suis rendu compte que la plupart du temps, lors des relations sexuelles dans les films, que ce soit science-fiction ou quoi, c'est quasiment toujours du missionnaire. Et la sexualité un petit peu, j'allais dire débridée, mais à base de levrette, fellation, etc., c'est toujours quelque chose, ou alors qui est réservé aux méchants, ou alors qui est montré de manière négative. Et j'ai trouvé ça cool de dire, ouais, on a un couple de protagonistes qui baisent, qui font de la levrette. C'est surtout elle qui le prend en levrette à un moment. Je sais plus si c'est elle qui le prend en levrette. Mais je crois que ça s'inverse, c'est d'abord lui, puis après elle dit un truc. Saint-Valentin ou son anniversaire. Oui, et puis après c'est son anniversaire, un truc comme ça. C'est elle qui y va. Mais il est curieux, il est là, bon. C'est important comme précision. Mais oui, ou alors il y a les deux, je sais plus. Mais du coup, on a une prostate. Je trouve ça cool, quoi, parce que
J'avais parlé vite fait hier d'une série qui n'a rien à voir avec la science-fiction, qui s'appelle Sweet Vicious, qui parle d'agression sexuelle. C'est 2 meufs en fait qui jouent les vigilantes sur un campus américain et qui tabassent des violeurs impunis. Et en fait, le personnage d'Ophélia, qui est l'une des 2 meufs, au tout début, en fait, on la voit qu'il y a une histoire de cul avec un mec. Et elle sera, en fait, elle sera jamais shamée pour ça, quoi. C'est bon, voilà, elle a baisé avec un mec, allez, bonne journée, c'est bon, j'ai plein de capotes, mais voilà, bonne journée. Mais et je trouve ça cool. J'aimerais bien avoir des persos qui baisent sans qu'on leur mette plein la gueule, quoi. Bah, ça, en général, la sexualité plus féminine, rien que le plaisir féminin, c'est un sujet qui est vachement tabou au cinéma encore, mais qui progresse dans les séries. Et d'ailleurs, il y a un super bouquin que je recommande à absolument tout le monde, qui s'appelle Sex and the Series et qui a été écrit par Iris Bray, qui est une doctorante en genre et en genre et en télévision, enfin je sais plus c'est quoi le terme exact, mais en gros ça prouve que la sexualité féminine dans les films, elle n'existe pas. Soit on baise et on est directement une salope, soit on baise mais on prend pas notre pied parce que faut quand même satisfaire monsieur d'abord. Ou alors on se marie d'abord, ouais, parce qu'avant c'est péché quand même. Et c'est vrai que les séries, par rapport au cinéma, permettent de faire avancer ça plus vite, notamment dans Sense8 où tu as des scènes de sexe déjà absolument magnifiques. Avec tout le monde. Avec tout le monde déjà, mais c'est des choses qui se font. Hein. Mais déjà c'est bien filmé, c'est beau. Enfin, je veux dire, à quel moment je suis censée pleurer devant des scènes de sexe? Genre clairement, c'est ça qui s'est passé, tu vois. Et autre chose, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Oui. Alors, le temps que tu retrouves, juste pour briller en société, voilà, il y a une dame qui s'appelle Eddie Lamar. C'est la première actrice à Hollywood à avoir simulé un orgasme au cinéma, et elle est à l'origine du Wi-Fi et du GPS. Voilà. Mais on ne la connaît pas, bien sûr, parce qu'elle est pourvue d'une vulve et non d'un pénis. Attends. Comment ça? Comment on en est arrivé Elle était ingénieure. Ah voilà, d'accord, merci. Elle était actrice à Hollywood. Okay. Mais quand elle se faisait chier entre 2 tournages... À ce propos, Eddie Lamar, son parcours est très bien expliqué dans l'un des 2 tomes des Culottés de Pénélope Bagieux en bande dessinée. Donc très bonne lecture, hein, les Culottés, foncez, c'est cool. Hein. Il y a aussi un autre bouquin qui s'appelle Histoire du soir pour filles rebelles. Oui. Hein. Ça c'est très très bien. Achetez-le, lisez-le chez vous, c'est cool. Voilà. On va vous donner une petite bibliographie après, vous pourrez aller à la FNAC directement. Et on va conclure, hein, parce que toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Et c'est Jérémy en fait, qui va faire la conclusion. Ouais, je vais tenter d'improviser une conclusion. Non, mais simplement parler beaucoup de films de genre, justement comment dépasser le genre, s'intéresser à des personnages, donc notamment Sense8. Et Sense8, ça me fait basculer du coup des frères devenus sœurs Wachowski, notamment Cloud Atlas, où on dépasse complètement le genre. Il y a différentes périodes, différents personnages, mais finalement c'est l'âme qui compte. Le corps n'est qu'une espèce de vaisseau qui nous permet de faire voyager notre âme. Et du coup, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est assez intéressant, puisqu'on dépasse complètement ces clivages homme-femme. Et j'espère que ça fait une bonne conclusion, parce que du coup, leur tour. C'était très beau. C'était très beau. Bah, si tu veux conclure, je peux rebondir là-dessus. Oui. Parce que Céline Sciamma disait dans une interview que j'ai vue, Céline Sciamma qui est une merveilleuse réalisatrice française. Oui, Naissance des pieuvres, Bande de filles, Tomboy. Voilà, comme ça vous avez les 3 films de sa filmo. Elle disait elle espérait qu'un jour les réalisateurs et réalisatrices ne soient plus des corps, mais seulement des âmes. Et comme ça, on arriverait à une égalité parfaite entre tout le monde. Bah voilà, c'est les meilleurs mots qu'on puisse trouver pour conclure. Merci beaucoup, merci à tous.